Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer du coup, hein, voilà, pour respecter l'horaire. Donc moi, je suis Romain Pansard, je suis coordinateur du CRECEB, un centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau de Bretagne. Et on a donc, depuis maintenant plusieurs années, pris l'habitude de proposer des webinaires donc réguliers qui sont toujours sur ce créneau-là du vendredi, quand ils ont lieu, hein, de 14 à 15 heures. Voilà, je ferai très court parce que du coup, il y a un contenu assez riche aujourd'hui. On a eu la chance de pouvoir inviter Aurélien Michaud, qui est avec moi ici en salle à Rennes, et Sébastien Sauvé, qui lui est de l'autre côté de l'Atlantique, pour nous présenter des éléments de connaissance sur les composés polyhyperfluorés, les fameux PFAS, avec un focus sur l'eau. Voilà, apprendre comme un webinaire d'acculturation, on dira, sur cette thématique-là, qui, on le sait, préoccupe beaucoup, hein, les acteurs de l'eau et pose pas mal de questions. Donc, comme toujours, je vous invite à indiquer vos noms, prénoms et structures d'appartenance autant que possible dans la partie participant là, du Zoom. Et donc, je laisse la parole assez vite aux deux intervenants pour un exposé de 45 minutes maximum. Et du coup, derrière, il y aura, n'hésitez pas à réagir dans le chat, à poser vos questions, et puis il y aura derrière un temps d'échange. Et comme d'habitude, vous retrouverez, sauf incident technique, l'ensemble de ce webinaire sur le site internet du CRECEB dans la foulée. Donc, Aurélia, je te donne tout de suite la parole, c'est à toi. Bien. Merci, bonjour à tous. Merci d'être participant à ce webinaire qui vise à donc développer vos connaissances sur la thématique des perfluorés. Et donc, nous serons à deux voix. Alors, la première partie de cette présentation sera sur ce que sont les PFAS. La deuxième, ce sera sur leur omniprésence dans l'environnement. Une ensuite sur les risques associés. Et après, on vous présentera quelques perspectives que nous souhaitons conduire en région Bretagne. Et la parole sera passée donc à Sébastien Sauvé au Canada. Donc, je vais commencer. Alors, comme vous le savez, les composés poly et perfluorés c'est une thématique en émergence au niveau scientifique. Elle a commencé depuis déjà 20-30 ans. Mais par contre, au niveau de la société, des acteurs publics, en fait, c'est une thématique plutôt émergente, notamment en France, avec une attention accrue depuis notamment au début, enfin 4-5 ans, notamment dans notre pays. On voit qu'il y a beaucoup de rapports qui sortent récemment. Vous verrez quelques extraits pendant ce diaporama. Il y a aussi pas mal de choses qui bougent au niveau des réglementations, au niveau européen et aussi au niveau national. Alors, cette présentation a pour but d'être une synthèse aussi de ce qui a pu être, de ce que j'ai pu voir en fait dans la littérature scientifique, mais pas que scientifique, pour introduire sur la thématique des PFAS. Sachant qu'il y a peut-être des fois où je serai amenée à passer un peu plus vite, mais vous aurez le support de présentation si besoin ultérieurement. Alors, les substances poly et perfluorées, ce sont des composés en fait qui contiennent au moins un atome de carbone avec leur groupe CH3 ou CH2 qui sont complètement fluorés. Donc là, j'ai mis pour les non-chimistes comme moi d'ailleurs des petits schémas, ce qui permet d'illustrer. Donc le groupe méthyle, c'est les CH3 et le groupe méthylène, c'est les CH2. Et donc vous voyez sur les deux exemples en fait de familles de composés, le premier où en fait c'est polyfluoré et l'autre qui est perfluoré avec les PFCA. On voit aussi que la liaison carbone, enfin plutôt c'est connu, ces composés présentent une liaison carbone-fluor qui est très stable, qui leur confère en fait une forte stabilité chimique et thermique. Et ici, des exemples pour montrer en fait ce que sont ces perfluorés par rapport à des composés qui sont quand même assez connus. Donc l'acide butanoïque, c'est quelque chose qui est plus ou moins connu, mais l'acide acétique, peut-être tout le monde le connaît ici. Et vous voyez en fait que l'acide acétique est un composé assez petit. Eh ben, ça peut donner, en tout cas, il peut y avoir un équivalent en perfluoré avec le fameux TFA que tout le monde connaît, où vous voyez bien que les H3, enfin les 3 H ont été remplacés par des F, des fluors. Voilà. Ensuite, alors on en entend de plus en plus parler. Ces composés-là, ce sont une vaste famille de composés avec tout un tas de structures chimiques et de propriétés chimiques associées. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est comme les boues urbaines, on ne peut pas tout les mettre dans le même sac. Donc, les composés perfluorés vont avoir différentes propriétés en fonction de leur structure chimique, de leur longueur de chaîne, etc.
D'où ce que vous pouvez peut-être entendre dans la presse avec certains vont avoir tels effets, d'autres vont avoir tels autres effets. Donc, on peut déjà, au vu de ce graphique-là, découper déjà en polymères et non polymères. Donc, les polymères, vous connaissez peut-être tous le téflon. Et puis, tout ce qui était utilisé dans les emballages, enfin, dans les poêles, hein, justement. Donc, ce sont plutôt des polymères. Ensuite, nous avons les non-polymères, donc c'est les chaînes carbonées, comme ce que je vous ai présenté sur la diapositive d'avant, qui vont être plus ou moins longues. Donc, on peut avoir des toutes petites molécules avec 2 carbones, mais on peut avoir des plus longues molécules avec plus de 10 carbones. Donc, ça, c'est le premier découpage. Et le second découpage concerne les groupes fonctionnels. C'est-à-dire, alors là, je ne suis pas chimiste, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais toutefois, on a différents groupes fonctionnels qui vont être associés à ces fameuses chaînes carbonées avec des fluors. On peut avoir des acides carboxyliques, des acides sulfoniques, des acides phosphoriques, éthers et tout ça. Et c'est parce qu'il y a ces groupes fonctionnels qui vont avoir des propriétés différentes, qui vont leur conférer des propriétés d'utilisation différentes, mais aussi de devenir dans l'environnement qui vont être différentes. Alors, quand on travaille en lien avec l'eau, leur traitement, on a tous entendu parler des micelles, en tout cas. Et donc, les perfluorés sont capables ce sont des surfactants qui sont capables de former des micelles, c'est-à-dire qu'ils ont une chaîne hydrophile qui va être dirigée vers le solvant et une chaîne hydrophobe qui va être dirigée vers l'intérieur. Donc, ce qui forme une espèce de cercle, en fait, avec différentes molécules et qui permet comme pour les traitements de l'eau, on utilise ce genre de produit-là, d'emmagasiner à l'intérieur de la micelle, par exemple, un composé qu'on souhaite traiter. De nombreux sont ionisés dans les conditions environnementales. Alors, on entend par là, on peut avoir des composés qui sont neutres, c'est-à-dire pas chargés. Et on peut en avoir, comme c'est représenté sur le schéma ici, qui vont être chargés négativement ou chargés positivement. Et donc, les perfluorés sont capables d'être dans un état positif, enfin, cationique ou anionique, justement, dans les conditions environnementales. Et donc, ils ont aussi la propriété d'être hydrophobes et lipophobes. Donc, hydrophobes, tout le monde connaît, c'est-à-dire d'être waterproof ou repousser les eaux. Et lipophobe, c'est de justement repousser les graisses. Alors, il n'y a pas beaucoup de enfin, pas beaucoup de composés qui sont capables de faire ces deux choses-là. Alors, ça, si ça intéresse certains, je vous ai mis les liens aussi vers les rapports qui ont pu servir à illustrer ce diaporama. Il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps de l'Académie des sciences. Donc, vous voyez le lien sur le PDF, vous pourrez normalement cliquer dessus et le trouver. Voilà, une belle illustration, assez graphique. En tout cas, sur l'utilisation des perfluorés, plus de 200 types d'usage, pardon, ils sont fortement utilisés depuis à peu près 70 ans, du fait des propriétés que je viens de vous présenter, de leur diversité et de la stabilité de la liaison CF, qui est assez rare. Ils sont utilisés dans des utilisations industrielles. Vous avez sûrement entendu parler des mousses anti-incendie, dans des composés électroniques, dans plein de domaines industriels différents, ça peut dire les voitures, dans le militaire, dans plein de domaines. Dans la vie du quotidien, les revêtements anti-adhésifs dont j'ai parlé tout à l'heure, pour cuire, mais aussi les revêtements, par exemple, les emballages alimentaires sont avec des perfluorés. Aussi, par exemple, si on enlève du plastique, on met du papier ou du carton, on peut aussi avoir des perfluorés, justement pour éviter que l'eau ne passe ou les graisses. Ça peut être des produits imperméabilisants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des cosmétiques aussi, on peut les retrouver. Il y a aussi une utilisation médicale du fluor dans les médicaments, les dispositifs médicaux et les imageries. Et on a aussi une utilisation agricole avec des pesticides qui sont des composés considérés dorénavant dans la famille des perfluorés, enfin des polyperfluorés, avec les exemples ici sur lesquels je reviendrai après. Alors, les émissions de ces produits-là, donc ça c'est un schéma aussi toujours issu du rapport de l'Académie des sciences, qui est assez parlant. Donc, on peut avoir des émissions directes de produits de résidus d'impureté, par exemple avec l'utilisation de boues urbaines qui contiendront en fait ces composés-là. L'utilisation bien sûr des mousses anti-incendie qui vont faire qu'en fait l'utilisation de ces matières-là vont apporter ces contaminants-là dans l'environnement. Mais on peut aussi avoir des sources indirectes, et vous le verrez dans la suite de la présentation, avec en fait une transformation de certains produits qui sont dits des précurseurs vers des produits de dégradation, comme le fameux TFA, dont on entend de plus en plus parler, ou un autre produit dont on n'entend pas beaucoup parler, mais vous le verrez dans la suite de la présentation, le PFBA, qui est un petit aussi perfluoré qui est assez mobile. Alors, au niveau réglementation, alors c'est pas ma spécialité du tout, la réglementation, mais pour avoir travaillé longtemps sur les produits organiques
et la fertilisation, quoi qu'il arrive, on a besoin de connaître aussi des aspects réglementaires. Et donc, plusieurs textes réglementaires ont été mis en place, en tout cas, pour débuter l'encadrement de l'utilisation de ces produits-là. Donc, enfin, les premiers textes datent de la Convention de Stockholm avec l'interdiction, non, je vais passer à l'animation, d'utiliser le PFOS, en fait. Donc, c'est un perfluoré qui est à chaîne plutôt longue, mais qui est toxique et qui est très fortement utilisé. Donc, son utilisation a été interdite, production-utilisation interdite dans les années 2009. Vous voyez, ça fait 30 ans, ça fait un moment déjà. Mais vous allez en entendre parler dans la suite de la présentation. PFOA, un camarade à lui en tout cas, a été aussi réglementé plus récemment quant à l'usage de ce produit-là et dans les tuyaux d'aller ajouter un autre qui est plus petit cette fois-ci, le PFH-XS. Alors la difficulté avec la thématique des perfluorés, c'est les noms. C'est pas très simple, mais on finit par s'y faire. Et donc, ces produits-là étant, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup sur des milliers de produits. Là, on a trois qui sont réglementés à ces niveaux-là internationaux. On a eu des produits de remplacement. Donc, ces produits de remplacement, ce sont plutôt des produits avec des chaînes plus courtes. Et puis, pour ceux qui s'y connaissent, le Genix, alors, moi, je ne suis pas très acculturée de ce produit-là, mais en tout cas, c'est un des produits de substitution qui, par contre, est aussi retrouvé dans l'environnement depuis. Au niveau européen, alors, vous verrez ce qui sera transmis par le CRECEP présentera aussi quelques diapos qui sont actuellement masqués, mais vous verrez qu'il y a d'autres textes qui ont été ajoutés dans ce diaporama. Là, je vais m'en cantonner à quelques-uns. Donc, au niveau européen, j'imagine que tout le monde ici présent a connaissance de la directive européenne qui va entrer en action à partir de janvier 2026 ou avant pour ceux qui sont capables de mesurer, avec une limite de 20 PFAS dans les eaux qui sont cités à droite, là, sur cette diapositive, et un total estimé à 0,5 microgrammes par litre. Et là, ça, c'est plutôt très récent, pour le coup. Euh, Au niveau français, on a eu un plan d'action qui a été commencé à être mis en place l'année dernière par l'État. Et donc, ça a abouti à la promulgation d'une loi il y a 2 mois avec une volonté d'interdire de façon progressive la mise sur le marché des produits contenant des perfluorés. Donc, alors, c'est pas très bien surligné, mais en tout cas, ça a le mérite d'être surligné pour vous montrer l'essentiel. Donc, en tout cas, à partir de l'année prochaine, sera interdit donc l'usage de ces perfluorés dans des produits cosmétiques, par exemple, dans des produits textiles, à l'exception, il y a toujours des exceptions, d'usage nécessaires comme la sécurité de certains utilisateurs. À partir de 2030, donc c'est pas tout de suite, mais bon, il faut du temps aussi, certains produits vont encore être interdits à l'importation, à la fabrication et tout ça. Voilà. Aussi, ce qui est indiqué dans ce texte, c'est de suivre les rejets euh, à partir de la promulgation de cette loi et de lancer un programme d'action pour évaluer les niveaux de contamination et minimiser les risques. Alors, vous retrouverez, pareil, les liens sont tous là-dessus, donc vous pourrez, si le PDF conserve bien les liens, cliquez dessus et vous les retrouverez. Alors maintenant, une fois avoir passé cette première partie sur qu'est-ce que sont au sens large, hein, c'est une synthèse de ces contaminants-là, où les trouve-t-on maintenant? Alors j'ai mis omniprésence entre parenthèses, le omni, c'est comme quand on utilise d'autres termes comme biodisponibilité avec le bio entre parenthèses. Là, c'est pour montrer, voilà, a-t-on une réelle omniprésence ou pas? Vous le verrez dans la suite de la présentation. Alors, ce schéma est un peu complexe et pour autant, il est fort utile. Il vient d'une publication qui est sortie justement du laboratoire de l'Université de Montréal. Alors, c'est ce qui enfin, je ne sais pas quel terme utiliser, mais ce qui est peut-être déroutant avec ces produits-là, c'est qu'en fait, c'est comme pour les pesticides, on a tout un tas de métabolites, c'est-à-dire qu'on a une molécule mère, mais cette molécule mère peut être dégradée en molécules qui peuvent parfois être plus toxiques ou risquées en termes de mobilité que la molécule mère. Donc eux, c'est pareil. Donc en tout cas, on peut avoir des précurseurs comme ceux qui sont en haut sur ce schéma-là, avec par exemple le 6 de FTAV. Je ne vais pas vous donner le nom parce qu'il faudrait que je le recherche dans un document. Toutefois, c'est un composé perfluoré
qui a été, comment dire, qui est considéré comme une molécule qui est utilisée dans l'industrie, qui est donc considéré comme un précurseur du fait de sa capacité à être dégradée en molécules plus ou moins courtes, plus ou moins mobiles et plus ou moins récalcitrantes. Et parmi les composés qui sont des produits de dégradation, on retrouve, et vous verrez dans la suite de l'exposé, des perfluoroalkyles carboxyliques acides et des perfluorosulfoniques acides. Donc, ces deux familles de composés qui se nomment en acronyme PFCA et PFSA, et vous verrez qu'on les retrouve sur toute la suite de cette présentation. Et donc, on trouve cette procédé de dégradation de composés grands, enfin des grandes molécules jusqu'à des plus petits. Ça peut aller jusqu'à des formes ultra courtes et ultra persistantes, comme le PFBA dont j'ai parlé tout à l'heure et vous le reverrez dans la suite de cette présentation, ou alors le TFA ou d'autres qui sont cités ici et qu'on retrouve dans la directive O. Pour le PFBA, PFH, XA et PFPEA, ils sont dans la directive O. Et donc, dans l'environnement, on peut retrouver une coexistence de précurseurs, comme je le disais avec le fameux site de FTAB, d'intermédiaires, même si là, l'encadré vert pourrait s'étendre un peu plus large encore, et on peut trouver à la fin des produits de dégradation qui seront des plus petites molécules, vous voyez, avec l'exemple entouré du PFBA, du PFPEA. Alors, la littérature est assez unanime pour dire qu'il y a une pollution durable et large de l'environnement, y compris dans des zones reculées, alors isolées. Alors, la traduction en anglais, c'est remote area, et la traduction, c'est zone reculée isolée. Alors, j'imagine que c'est la bonne. Bon, toujours est-il tout ça pour dire qu'il y en a partout, même dans les zones arctiques et tout ça. On n'a pas eu d'utilisation a priori de ces composés-là, mais par contre, on les retrouve, ce qui sous-entend un transport à longue distance de ces composés, notamment par voie aérienne. Il y a, et dans l'eau aussi, il y a par contre dans ces zones reculées des niveaux de contamination qui vont quand même être relativement bas par rapport à des zones comme en France, par exemple, où là, il y a une espèce de niveau de fond qui va être plus élevé, vous verrez plus tard. Donc ces zones, c'est plutôt des zones peu peuplées, comme l'Antarctique ou le plateau tibétain. Euh, Cette diapositive, alors c'est un graphique qui est sorti d'une publication qui justement était dans la diapo introductive de Cousin et al. Dans un article dans un journal scientifique qui montre les niveaux dans les dépôts atmosphériques de différents produits, donc PFOS, PFOA qui ont été interdits, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc PFOS depuis plus de 30 ans, et d'autres produits dans différentes zones, donc dans les dépositions humides aériennes, et ça dans différents types de zones, donc à la fois dans une zone industrielle en bleu, dans une zone urbaine plutôt orange, jaune, dans des zones rurales plutôt vert, et dans des zones donc remote, donc isolées, en rouge. Donc vous voyez que quel que soit le type de zone, on a donc ces composés-là dans des dépositions humides. Donc, ce qui pose la question, enfin, ça confirme ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que ces composés, notamment des composés dits interdits comme le PFOS, PFOA, sont capables d'être transportés à très longue distance et d'être dans des dépôts humides type pluie, y compris dans des zones où ils n'ont pas été utilisés. Et cette présence dans les dépôts atmosphériques engendre une contribution à une contamination généralisée des ressources comme l'eau et le sol. D'autres types de sources de contamination pour les sols agricoles. Alors, je travaille INRAE, hein, c'est pas pour rien, donc je parle aussi des sols agricoles. Donc, une autre source de contamination pour les sols agricoles, c'est une trentaine de pesticides PFAS utilisés en France. Alors, on est en France, donc c'est noté ça, avec une illustration, cette fois-ci, de presse générale qui montre l'épandage de produits phyto. Donc certains, encore une fois, c'est important de le dire, tous ne sont pas biocumulables, tous ne sont pas écotoxiques et tous ne se transforment pas en TFA. Mais par contre, certains vont être bioaccumulables, notamment ceux qui sont avec des longues chaînes. Certains peuvent être écotoxiques en fonction de leurs propriétés et d'autres vont être capables de se dégrader en molécules ultra petites comme le TFA ou le PFBA. Avec sur cette diapositive, et vous pourrez lire ultérieurement si vous le souhaitez, des quelques exemples de trois pesticides utilisés largement en France. Le flufénacet qui vient manifestement d'être interdit d'utilisation, mais qui était très répandu en utilisation, qui est un perturbateur endocrinien et qui se transforme en TFA. Alors, je vais m'arrêter au diflufénical pour la région Bretagne. C'est le troisième plus utilisé en 2023, donc c'est pas négligeable. Il est écotoxique pour les organismes aquatiques
lui, il peut facilement dégrader et par contre, il a un beau potentiel de bioaccumulation. Donc, vous voyez, ces deux composés pesticides présentent justement ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire ils ont des caractéristiques qui peuvent être complètement contrastées. Ensuite, on a conduit des travaux avec Sébastien et puis d'autres collègues français et au Canada pour évaluer en fait les risques d'apport au sol agricole dans le contexte d'épandage de produits résidus organiques. Et ceci était piloté, enfin en tout cas s'appuyait sur un réseau de sites de longue durée piloté par INRAE, le SOER Pro. Et donc, on a, sur une première étude, analysé, enfin, caractérisé les niveaux de contamination d'une quarantaine de perfluorés sur 47 produits organiques qui avaient été prélevés entre 1976 et 2018. À chaque fois, on était sur des échantillons dits historiques, c'est-à-dire prélevés, échantillonnés, stockés à long terme dans des conditions en verre, dans des conditions à l'obscurité. Enfin, on essayait d'être dans des conditions qui nous permettent de revenir dessus, justement, pour revenir sur des analyses ultérieures. Ce qui est marquant, c'est qu'on trouve dans tous ces produits-là, produits organiques, du PFOS et du PFOA, dans tous, et le fameux précurseur 6,2-FTAB dont j'ai parlé à l'instant. Ce qui est important, notamment pour la région Bretagne, c'est que les effluents d'élevage présentent un faible risque d'apport de ces perfluorés dans les sols agricoles, puisqu'ils sont très bas en termes de niveau de concentration et on trouve peu de diversité de matière de PFAS, puisqu'on a en moyenne que 4 PFAS, donc des apports faibles au sol. Par contre, lorsque l'on est au niveau des produits urbains, là, c'est pas la même. On a des produits qui peuvent être, on est sur une médiane en tout cas de produits urbains qui est plusieurs ordres de grandeur au-dessus. On est à 265 microgrammes par kilo, avec, vous voyez, en moyenne 39 PFAS différents trouvés. C'est pas la même. On passe de 4 à 39, donc il y a une diversité de molécules supérieures et des concentrations supérieures, mais on ne peut pas mettre tous les produits organiques dans le même la même bassine, on va dire, puisque certains vont être propres, entre guillemets, c'est-à-dire faiblement vecteurs de perfluorés, avec les biodéchets qui sont compostés ou qui sont issus de méthanisés, enfin qui sont des digestats. Et par contre, on a des produits qui vont être plus fortement contaminés avec les boues urbaines plus ou moins compostées, des composts d'ordures ménagères résiduelles, et eux, par contre, sont des vecteurs significatifs de perfluorés au sol. Une autre source de contamination pour les sols, c'est donc des utilisations, ça ne va pas être forcément en sol agricole, mais par contre dans d'autres zones avec des mousses anti-incendie et puis des pertes depuis des décharges ou des zones industrielles directes. Et Sébastien, toi, tu reviendras sur ce genre d'exemple en fin de présentation. Ensuite, au niveau des sols agricoles maintenant, on a continué le travail pour caractériser sur une centaine d'échantillons de sols, toujours issus de ces essais de longue durée, quels étaient le niveau de contamination de ces sols-là, avec des amendements différents, c'est-à-dire on pouvait amender avec des boues urbaines, compostées ou non, des composts de biodéchets, du digestat de biodéchets, du fumier plus ou moins composté, et ne pas amender et juste apporter des fertilisants minéraux. Le fertilisant minéral, les sols non amendés, donc avec qui reçoivent que la fertilisation azotée minérale, sont notés CN. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a retrouvé des perfluorés dans tous les sols, y compris ceux qui sont non amendés. Et que ce qui est majoritairement retrouvé, c'est pas sur ce graphique-là, mais dans d'autres qui sont en cours de diffusion, on trouve majoritairement des produits de dégradation. Donc, j'ai dit tout à l'heure, les fameux PFCA et PFSA, qui sont des produits issus de la dégradation de précurseurs. Donc, vous pouvez commencer à voir l'histoire, c'est-à-dire on amende nos sols avec des produits qui eux-mêmes contiennent des perfluorés, qui sont généralement des précurseurs en majorité. Une fois apportés au sol, ces produits, ces PFAS vont évoluer et être dégradés en produits de dégradation. Et ce qui est plus questionnable, c'est que le PFOS et PFOA représentent 50% des stocks estimés, même sur des échantillons contemporains qui ont été prélevés au-delà de leur interdiction d'utilisation. Et donc, ce qui fait qu'on peut générer en fait ces deux composés interdits, PFOS, PFOA, on peut les générer. Ils peuvent être, comment dire, des produits de dégradation issus de précurseurs. Et donc, on obtient un bruit de fond dans ces sols-là, qui est, les stats le disent, qui est inférieur à 3 microgrammes par kilo. Et dans le bruit de fond, on a les contrôles non amendés, les sols amendés avec fumier et biodéchets. Donc, il y a des produits organiques qui peuvent conférer des faibles niveaux dans les sols. Par contre, on a une différence significative avec des teneurs observées dans les sols jusqu'à 20 microgrammes par kilo dans des sols amendés avec des boues urbaines. Et on observe, ça c'est
dans le public, une augmentation significative temporelle, y compris dans les contrôles, c'est-à-dire les sols fertilisants minéraux. Et là, on se dit, il se passe quelque chose en bruit de fond national. Et on peut se poser la question sur, voilà, quelles sont les origines de ces bruits de fond. Ensuite, on a voulu regarder quelles étaient les migrations dans les sols. Alors, ce graphique est un peu compliqué de premier abord, mais je vais vous l'expliquer. Il représente en fait des coefficients de distribution sol-eau qui sont un indicateur potentiel de lixivation et de disponibilité des contaminants. Et donc, pour vous expliquer, on a différents perfluorés. Du plus foncé, les plus foncés sont les plus petits en termes de taille. Là. Et les plus clairs sont les plus longs en termes de taille de molécules. Donc vous voyez qu'on a déjà sur ce graphique-là une représentation, on voit que les plus petits sont en bas et les plus grands sont en haut, donc déjà une distinction. Et donc on voit aussi sur l'échelle de gauche, donc sur le log du coefficient de distribution sol haut, qu'on a plus la valeur est élevée, plus les molécules vont être absorbées sur les sols, et plus la valeur est basse, voire négative, plus les composés ont tendance à être mobiles dans les eaux de lixiviation du sol. J'ai oublié de le dire. Et donc, sur ce graphique nous montre qu'on a déjà une distinction en fonction de la chaîne, c'est-à-dire que plus la chaîne est petite et plus on aura une augmentation de leur teneur dans la solution du sol, donc moins d'absorption sur les particules de sol. Et on a un autre résultat avec ce graphique, puisque l'axe des X représente le pH de la solution du sol. Et donc, on voit qu'on a toutes les molécules baissent. On a une régression qui est négative mais significative. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la concentration PFAS dans les eaux avec l'augmentation de la pH du sol. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on a des composés anioniques. Voilà, et que comment dire, les charges qui sont capables de retenir ces composés-là vont être diminuées à mesure que le pH va augmenter. Voilà. Et se pose la question de comment est cette relation dans d'autres contextes climatiques, sol acide, sol bas acide, climat. Voilà. Alors, en résumé de cette étude, on voit qu'on a un continuum intrant-sol-eau, voire culture, et on voit que, pour résumer, on a une évolution des familles de composés depuis les produits, donc en haut à gauche, les intrants organiques, on a une évolution des familles de composés avec des précurseurs qui sont apportés, des grosses molécules plutôt représentées, et avec une évolution déjà au niveau central, avec les sols, on a une augmentation des teneurs en perfluorés dans les sols avec les amendements organiques. Mais on voit aussi qu'on a, vous pouvez voir sur le camembert, une évolution des formes de PFAS qui sont observées, puisqu'on ne retrouve plus les précurseurs marrons, mais on retrouve des molécules plutôt bleues qui sont PFCA et PFSA, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des produits de dégradation. Donc on voit qu'on a une évolution en tout cas de leur proportion dans les sols, avec une génération de ces composés-là depuis les précurseurs. Et dans les eaux, alors là, on voit aussi qu'on a quasi que du bleu clair, c'est-à-dire des PFCA qui sont des produits de dégradation anioniques et qui sont capables d'être mobiles. Et c'est ceux majoritairement qui sont représentés d'ailleurs dans la directive eau. Voilà. Une autre partie de l'étude qui est portée par l'Université de Montréal, c'est toujours sur les mêmes sites de longue durée, cette fois avec les données plantes, où on a regardé quels étaient les transferts en fait, de ces perfluorés dans les parties récoltées, donc les grains de maïs blé et tiges de canne à sucre, et on voit qu'on trouve des perfluorés euh, dans les parties consommées, avec cette fois-ci le PFBA. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure au début, en mine de rien, ce n'était pas anodin. C'est un petit composé en C4, mais qui est retrouvé dans 55% des échantillons. Vous voyez, c'est celui qui est majoritaire, dans quelle que soit la culture et quel que soit le site. Donc, c'est un produit de dégradation donc, qui a été généré dans les sols depuis la dégradation de précurseurs, qui est mobile dans les eaux, mais qui est aussi transférable aux cultures. Donc, on a une contamination des cultures. Et là se pose la question pour d'autres cultures et d'autres situations. Ensuite, dans les masses d'eau, alors c'est pas encore mon échelle d'intervention, mais peut-être ça va venir. Quelle est la migration au niveau des bassins versants? Donc, ça, c'est une étude qui a été publiée en 2023 par des scientifiques étrangers, avec le cas du PIFOS. Donc, c'est un bassin versant qui est représenté avec le graphique de gauche, l'eau de ruissellement, et le graphique de droite, le transport du PIFOS au niveau particules de sédiments. Et donc, on voit, quel que soit le site, donc on a des sites industriels PPC, c'est marqué. On a des sites avec des apports de boue urbaine, biosolides, des sites urbains et des sites agricoles. Et puis Natureland, c'est plus nature. Et donc, on voit que quoi qu'il arrive, on a des très, très faibles concentrations, bien sûr, dans les zones agricoles ou naturelles.
Par contre, on a des concentrations plus élevées dès qu'on va dans des sites avec apport de boue urbain ou industriel. Mais on voit quand même que de toute façon, on a, quel que soit le type de site, on a du ruissellement, on a du PFOS dans les eaux de ruissellement et dans les transports avec les sédiments. Donc, on a un transport depuis les sols vers les eaux de surface. Et se pose la question pour d'autres perfluorés, parce que là, c'est que le PFOS, et d'autres situations, avec des boues, pas des boues, des phytos et tout ça, des rejets de steppe, etc. Alors, c'est un focus aussi sur la partie eau. Donc, dans 5 minutes, j'aurai fini. Donc là, dans les autres captages d'eau, en fait, la présence de ces perfluorés peuvent avoir différentes origines. C'est d'abord les rejets de stations d'épuration, les rejets industriels, mais aussi des contaminations par l'utilisation de produits. Alors, je me suis permis de demander à des partenaires d'eau du bassin rennais de rediffuser en fait quelques travaux à eux sur la présence des perfluorés dans les masses d'eau. C'est des travaux qu'ils ont présentés récemment au niveau de la région rennaise. Donc, ils ont regardé dans différents captages utilisés pour l'alimentation du bassin rennais. Donc, ça représente plus de la moitié du département, on dit les Vilaine. Les PFAS de la réglementation. Donc, ils ont observé qu'ils étaient en dessous le seuil de 100 nanogrammes par litre, hormis pour un site qui était une ancienne zone liée à des carrières. Donc, ils ont trouvé que dans cette zone-là une contamination, mais dans toutes les autres, c'était bon. Ils en ont trouvé par contre partout. Et une autre chose très intéressante de l'issue de leurs travaux, c'est qu'ils ont regardé à différents, comment dire, avant et après traitement, puisqu'ils utilisent des moyens de traitement à base de charbon actif en particules en mélange. Et ils voient qu'on a un abattement qui est différent. Donc là, pareil, on a des petites molécules, je ne le vois pas parce que vous êtes dessus, mais on voit qu'au-dessus, celles qui restent au-dessus, c'est les plus longues molécules. Celles qui descendent en bas du graphique à droite, ce sont les plus petites molécules. Vous pouvez garder l'exemple du PFBA. On voit que le PFBA aura un taux d'abattement, par exemple, qui va être plus bas que d'autres composés qui vont être plus longs avec des plus grandes chaînes, comme le PFDA, bref, ceux qui sont en haut. Et sur ce, on voit que ce que peut résumer ce graphique-là, c'est qu'on a un taux d'abattement bien sûr de ces perfluorés, par contre qui va être différent en fonction de la taille de la molécule et en fonction du volume d'eau traité. Et quid pour d'autres composés comme le TFA et d'autres PFAS. Alors les risques. Vous aurez les diapos, je vais aller peut-être plus vite sur cette partie-là. Les risques, donc c'est une exposition directe par l'alimentation et les poussières, une exposition indirecte, vous aurez compris, par une biotransformation de précurseurs après ingestion, comme dans les sols, hein, pareil. Et l'alimentation qui inclut les boissons représente le vecteur principal d'exposition pour la majeure partie de la population. Voilà. Et là, c'est un autre rapport qui est issu de l'INERIS et qui est récent, qui présente les voies d'exposition au PFAS. Et donc, selon l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, l'exposition par l'alimentation provient surtout des produits aquatiques, de la viande, enfin des produits carnés surtout. Donc, produits aquatiques, viande, produits laitiers et aussi quand même végétaux. Euh, voilà. Ensuite, les effets sur la santé, on entend beaucoup de choses sûrement. Encore une fois, ça c'est une diapo de synthèse et vous avez compris qu'il y a des milliers de composés, donc tous n'ont pas ces effets-là, c'est à modérer en tout cas. Mais ce qui peut être synthétisé ici, c'est certains auront un effet sur l'altération du métabolisme des lipides, certains auront potentiellement un effet cancérigène, certains auront des effets sur des problèmes de thyroïde, des effets sur le poids de l'enfant, des dommages sur le foie et des dommages sur le système immunitaire. Ça a été pas mal documenté, mine de rien, des altérations sur la réponse vaccinale notamment. Voilà. Alors, le cas du TFA, quand même, il fallait quand même en parler. Ça, c'est à l'extrait du rapport. Alors, brut de décoffrage, hein, pour le coup, ça a été copié-collé comme ça. Mais au moins, ça mérite d'être là. Extrait du rapport de l'Académie des sciences sur le TFA. Donc, il suscite beaucoup de questionnements, en tout cas, puisque le TFA peut avoir des origines urbaines. C'est un produit de dégradation ultime des perfluorés issus des pesticides fluorés, mais aussi de composés utilisés dans l'industrie. Voilà, et notamment aussi des fluides réfrigérants, c'est noté ici. Et donc, il est présent dans tous les réseaux hydrographiques, dans les eaux minérales, dans le vin, il n'y a pas longtemps, enfin, bon, ce qui peut être liquide, hein. Il est préoccupant, il est aussi issu de la dégradation du fluorophénacet qui vient d'être interdit, il peut avoir des effets préoccupants sur le foie, la reproduction des mammifères, etc., etc. Il est peu traitable actuellement, peu ou pas. Et il y a des travaux, en tout cas au niveau européen, pour mettre au point des méthodes de traitement de ce composé. Voilà. Et alors, les perspectives en Bretagne, je m'arrêterai là.
Donc on essaye en tout cas en Bretagne de monter une étude, d'étudier les PFAS dans les bassins versants sur deux zones d'études qui va de Pontivy à Lorient, la première sur le Blavet, et la deuxième en Ille-et-Vilaine avec l'étude de la Chaise-Canu et de la Rance qui alimente le bassin rennais. Les partenaires ici, on va avoir des réponses de façon imminente si on peut commencer à faire ce travail-là pour justement caractériser les niveaux de contamination et les sources. Et je passe la parole. Mais, merci, Aurélien. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vais vous donner un petit aperçu des genres de travaux qu'on fait. Donc, on peut avancer. Où est-ce que moi? Ouais, non, j'ai pas le contrôle pour avancer. Donc, ce qu'on mesure, puis je vous donne un petit aperçu, et ça, c'est publié. Les réglementations en Europe visent 20 PFAS différents. Aux États-Unis, c'est 4 ou 6 qui sont réglementés. Au Canada, c'est 25. Donc, c'est toujours en évolution. Donc, nous, quand on fait des études, on en mesure en ce moment 80 et on en vise aussi en non ciblé à peu près 200 supplémentaires. Donc, on est à peu près à 280 au total qu'on recherche. Et donc, ça vous donne une idée ou un aperçu de ce qu'on a pu trouver au Canada avec le code de couleur qui reflète les concentrations différentes. On va avancer. Et vous aurez tout ça, et c'est publié, là, les liens sont là. Et là, il y a la distribution dans les différents sites à travers le Canada selon les familles. Donc, on voit il y a plusieurs familles, c'est vite compliqué on vous a déjà assommé avec toutes sortes de noms de molécules. Donc, je passe rapidement. On va aller à la suivante. Euh, on a fait le même exercice un petit peu à travers le monde. Donc, il y avait beaucoup plus de données au Canada parce que c'est plus facile pour nous d'avoir des échantillons, mais pas que. Donc, il y en a quelques-unes aux États-Unis, quelques-unes dans le reste du monde. Et encore là, les codes de couleur. Vous verrez là qu'il y a un petit peu de rouge autour de la France et on a beaucoup plus de données. Je vous donnerai l'exemple de Lyon un petit peu plus tard. Dans ces données-là, un des aspects particuliers, vu qu'on recherche à peu près 200, c'est qu'on a trouvé une molécule qui était présente dans à peu près la moitié des échantillons. Je pense que c'est sur la prochaine diapo, si on peut avancer. C'est le bistriflimide, qui est un produit associé aux batteries, aux cristaux liquides, à tous les appareils électroniques. Et c'était plus ou moins dans la moitié de nos échantillons d'eau. Donc, en termes de nouvelles problématiques, de nouveaux enjeux, c'est probablement un des PFAS qu'on va devoir évaluer. Aucune idée pour le moment. Bon, on peut avancer, là, j'ai quelques données sur la page suivante, là. Ça ressemble à ça. Pour le moment, on a très peu d'informations sur la toxicité, la signifiance de ça. C'est certainement associé là, aux produits électroniques, donc probablement que les déchetteries et tous les endroits où il pourrait y avoir des vieux produits électroniques pourraient probablement générer ce produit-là. Certaines associations aussi avec les batteries, euh, potentiellement. Donc, on peut avancer là, le bistriflimide dur si on est correct. Donc, des données de Lyon, peut-être un peu plus intéressant. Donc, c'est vraiment des données en France. Ici, c'est une carte, vous reconnaîtrez peut-être le Rhône. En haut, à droite, dans la carte, vous avez un Erlenmeyer bleu. Ça correspond au site de l'usine d'Arkema et de Daiken qui produisent des PFAS avec des PFAS. Il faut comprendre que la production de produits de PFAS qui fabriquent se fait en mélangeant des PFAS ensemble. Donc, on a une belle soupe qui génère plein de PFAS et on fait ça depuis 50 ou 60 ans. Donc, on a un historique un peu lourd dans la vallée de la chimie de Lyon. Ensuite, vous avez des symboles sur cette carte. Donc, les différents symboles vous donnent une idée si c'est de l'eau souterraine, groundwater, si c'est de l'eau du robinet, tap water, si c'est de l'eau de surface dans des ruisseaux, des étangs, etc. Et les couleurs à gauche vous donnent une idée des concentrations. Et donc, tout ce qui est Bourgogne, le rouge-mauve un peu, est au-dessus de 100, 100 étant le seuil réglementé dans l'Union européenne et en France. Et si vous regardez la carte à droite, vous verrez qu'il y a beaucoup de Bourgogne. Donc, il y a une contamination à grande échelle
Et là, si vous regardez ces trucs-là, c'est une combinaison d'eau du robinet et d'eau souterraine. Et si on va de gauche à droite, là, on voit que l'étendue de la zone où l'eau souterraine est contaminée autour de Lyon est très, très grande. Et là, pas clair, est-ce que c'est une pollution qui vient du Rhône? Donc, c'est des rejets dans l'eau à l'usine, dans les deux usines qui ont contribué à une contamination du Rhône, puis ensuite ça a transféré entre le Rhône et le lit de la rivière et de façon latérale ensuite de chaque côté. Mais je vous montrerai, et là ça dit soumis, mais ça c'est publié. Si vous voulez voir ces données-là, je pourrais vous fournir les liens. Ça se trouve en ligne et c'est des articles qui sont en accès libre, donc gratuits pour tout le monde. Euh, Il y a aussi une contamination des sols et donc pas clair, est-ce que la pollution de la nappe phréatique vient uniquement d'une pollution latérale venant du Rhône ou est-ce que ça vient les sols qui sont contaminés et qu'il y a une lixiviation avec la pluie qui amène la pollution des sols vers le bas? Donc, on peut avancer, on va voir les autres données. Ici, pour l'eau, donc ici, c'est les échantillons d'eau autour de Lyon. Là, il y a une cinquantaine d'échantillons dans qui étaient sur la carte. On les a séparés dans les codes de couleur à gauche, donc le rose pour l'eau souterraine, le vert pour l'eau de surface, le bleu pour l'eau du robinet, et la ligne rouge transversale qui est le seuil de 100 nanogrammes par litre qui est applicable dans l'Union européenne et en France. Et on voit qu'il y a une grande proportion des échantillons qui sont au-dessus du seuil. Et ça inclut là, des échantillons d'eau du robinet. Donc, bon, vous avez peut-être vu dans les nouvelles, là, mais les gens autour de Lyon sont, on va dire, un peu énervés. Le maximum ici mesuré, je l'ai souligné, là, c'est 695. On commence à être largement au-dessus de la norme pour l'eau potable. On peut avancer. Ici, je me suis amusé à comparer, enfin, je fous un petit peu ce que les académiques font pour s'amuser, mais les concentrations dans l'eau de surface, l'eau du robinet et l'eau souterraine, euh, ici, on a deux PFAS spécifiques, le PFOA et le PFOS. Aurélia en a parlé un petit peu. Ceux-là sont bannis. Il n'y a il y a aucune ambiguïté sur la toxicité, sur les enjeux. Et la norme aux États-Unis établie à 4. Là, on ne voit pas la ligne. Mais la ligne, vous pouvez l'imaginer, là, elle est juste un petit peu au-dessus de zéro, entre le zéro et la première barre qui se ferait à 10. Et donc, la quasi-totalité des échantillons qu'on a mesurés autour de Lyon ne serait pas considérée propre à la consommation d'eau potable aux États-Unis. Et ça, c'est tout publié. Donc, on peut avancer. Ah, bon, la ligne est là. Vous voyez la ligne. Et ensuite, ici, ça, c'est les échantillons de sol. J'ai travaillé avec un collectif citoyen qui ont aidé et qui ont fait l'échantillonnage, un petit peu expliqué comment le faire pour bien le faire. Et ici, vous avez à peu près 215 de mémoire échantillons de sol qui ont été prélevés par ce collectif citoyen. Il y a 90 bénévoles qui nous ont aidés. Et ici, on a fait une carte de couleur. Et donc, vous vous souviendrez, là, dans les données d'Aurélia, on voyait que des sols où il y avait, bon, peut-être eu des apports agronomiques traditionnels de ferme avec des fumiers puis des choses comme ça, on était habituellement en bas de 2 ou de 3. Donc, on serait dans des points verts sur cette carte. Et ensuite, il y a une gradation de couleur selon les niveaux de concentration. Et pour vous donner une échelle, vous vous souviendrez aussi que dans les données qu'on présentait avec des sols qui ont reçu des apports de boue d'épuration relativement contaminés pendant 10 ou 20 ans, on augmentait quelque part en 10 et 20. Donc, les niveaux de contamination qu'on pouvait s'attendre sur un site où on a utilisé beaucoup de boue d'épuration relativement contaminée, on monte à 10 ou 20. Et donc là, on voit que à proximité de l'usine, on dépassait 100 dans les contaminations sur des sols. Et ici, ce n'est pas des sols où on a mis des bouts d'épuration, là. C'est des sols de surface qu'on a échantillonnés autour de Lyon, différentes distances du site où il y a les deux usines. Les deux usines sont côte à côte, là, à Oulin-Pierre-Bénite, au sud de Lyon. On peut avancer.
Ensuite, on a la contamination, donc les concentrations en fonction de la distance des deux usines. Et donc, vous voyez que clairement, plus on est proche de l'usine, plus les concentrations sont élevées. Et là, on a les points les plus contaminés qui sont à proximité de l'usine. Et plus on s'éloigne, plus les concentrations diminuent. On peut avancer, j'ai mis quelques calculs. Et donc, on voit qu'il y a une diminution sur 7 kilomètres et une autre ensuite sur 15 kilomètres. Donc, si la zone de 7 kilomètres, on considère qu'elle est contaminée, et là, on dépasse largement, là, vous voyez, là, dans ces niveaux-là, ce qu'on pourrait considérer normal, bon, on a à peu près 150 kilomètres carrés qui est contaminé. Et si selon les vents dominants, ensuite, on va jusqu'à peu près 15, on serait rendu à 700 kilomètres carrés de sol, de surface contaminée par, on présume, les émissions aériennes des usines. On peut avancer. On peut faire aussi un exercice plus spécifique. Ici, il y a 4 PFAS spécifiques qui ont été sous-sélectionnés, qui sont associés avec la production de surflons. Enfin, ici, c'est le EFSA, là. On a aussi un exercice avec ce qui était utilisé plus spécifiquement à l'usine. Ici, EFSA, c'est ceux qui sont associés à la réglementation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et donc, c'est les concentrations et la distribution qu'on peut voir autour de Lyon. Et, il y a un patron, je pense qu'on a la diapo suivante, là où ça correspond un petit peu à la rose des vents. Ouais, je pense qu'on ne l'a pas mise, là, mais pourrez vous la fournir. On voit qu'il y a une distribution qui correspond à la rose des vents sur ce site. Ici, c'est la correspondance entre les œufs, les concentrations de PFAS dans les œufs, les concentrations dans les sols. Et on voit qu'il y a un enjeu spécifique. Il faut bien comprendre là, pour les œufs, dans ce cas-ci, ce n'est pas les œufs commerciaux qui sont disponibles à l'épicerie, c'est les gens qui ont quelques poules à la maison qui se promènent à l'extérieur. Comme les sols de surface sont contaminés, les poules vont manger à l'extérieur, vont manger, ingérer un peu de sol, probablement un petit ver de terre s'il se trouve dans un coin ou un insecte, et ils ne sont pas très regardantes, nos poules. Et donc, ils peuvent se contaminer à travers ce vecteur-là. Et les œufs de poules à la maison, comme ça, sont plutôt très contaminés, seraient à éviter. Et il y a un avis de la santé publique locale d'éviter de consommer les œufs de nos poules si on en a à la maison. On va avancer pour essayer de compléter. Dernière diapo, PFAS dans la nourriture. Ici, on s'est amusé à comparer des produits à l'épicerie. Donc, je suis allé à l'épicerie à Montréal acheter toutes sortes de produits, là. Donc, c'est pas des sites particulièrement contaminés. Et c'est un calcul de la dose quotidienne. Combien de PFAS on ingère quotidiennement? À droite, vous avez si on boit de l'eau. Et donc, on a des ratios à 880 millilitres. C'est ce que la moyenne que boit un Canadien selon Statistique Canada. 2,5 litres, c'est le 95e percentile. Présumons que les Français boivent autant d'eau. Et ensuite, vous avez aussi les 3 dernières rangées, c'est 30 nanogrammes litres, 100 nanogrammes litres et 200. 30, c'est le seuil recommandé par Santé Canada. 100, c'est la réglementation en Europe. Et 200, c'est des niveaux qu'on voit souvent autour de Lyon et ailleurs, là où c'est contaminé. À gauche, vous avez au milieu, c'est des fruits et légumes, des farines, des produits végétaux très peu contaminés. Donc, il y a très peu de PFAS. Il y en a un tout petit peu, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les produits laitiers, un peu plus. On voit là en bleu pâle au milieu, c'est un peu plus élevé. Ce qui est plus contaminé, c'est les protéines animales parce qu'il y a une bioaccumulation. Donc, tout ce qui est un peu accumulé dans les végétaux, puis on voyait des exemples plutôt avec Aurélia, ben, va être multiplié dans la viande de poulet. Là, et viande, ce qui est dit meat, là, c'est de la viande, c'est du poulet, du porc, du bœuf. Peut-être de l'agneau, mais je ne pense pas. Il n'y a pas beaucoup d'échantillons, là, ça reste préliminaire, mais ça vous donne une idée.
Les plus contaminés potentiellement sont les fruits de mer. Il y a des organismes filtreurs, il y a des crevettes, il y a des pétoncles, et les poissons, parce que dans le milieu aquatique, il y a une bioaccumulation le long de la chaîne là, entre le plancton qui a mangé le zooplancton qui a mangé du phytoplancton, le petit poisson qui a mangé du plancton, le moyen poisson qui a mangé, etc. Donc, il y a une bioaccumulation qui est beaucoup plus claire, mais ce n'est pas systématique. Il y a des poissons et des fruits de mer qui sont propres, mais il y en a qui sont assez contaminés. Et je pense qu'il y a une diapo avec mes coordonnées, puis ben, photo du laboratoire, les gens qui travaillent fort dans le laboratoire, vous avez mon courriel et ça complète pour donner un petit peu de temps en question. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ces éléments. Donc, c'était très, très riche. C'est aussi fort réjouissant à l'approche du week-end d'aborder ces questions-là, évidemment. Mais je pense que l'objet du webinaire, c'était aussi de commencer à s'acculturer. On l'a dit en introduction, hein, sur cette problématique, on la voit très complexe. Je n'ai pas perçu particulièrement de questions dans le chat. Alors, je vous invite à lever la main avec le petit outil lever la main si vous voulez prendre la parole. On est un petit peu nombreux euh, pour des questions éventuellement de compréhension, ou des questions, des remarques, peut-être des témoignages par rapport à cette problématique aussi. Moi, j'avais peut-être pour amorcer un petit peu, peut-être pour Sébastien puis Aurélia, mais une petite question parce qu'on l'a dit assez rapidement, mais qui revient sur l'aspect réglementaire et qui intéresse peut-être les gestionnaire. Euh, le- la liste de 20 PFAS, là, finalement, qui aujourd'hui est ciblée par la directive qui va imposer un contrôle à partir du 1er janvier 2026. Quel est votre regard par rapport à ça, la vigilance que ça implique et le fait que on va mesurer 20 PFAS, là où vous nous avez expliqué la complexité de la problématique avec des milliers de molécules et de précurseurs qui eux-mêmes donnent ensuite des produits de dégradation. Euh, Comment aborder, enfin, est-ce que vous auriez, je sais pas, des conseils, des points de vigilance à donner par rapport à la manière d'aborder cette façon-là de contrôler nos eaux? Est-ce que vous avez des remarques particulières par rapport à cette réglementation? Je commence ou tu... Ouais. Alors, j'ai comparé la liste des perfluorés par rapport à tout ce qu'on trouvait dans ce qui sort de nos eaux. Globalement, la liste, enfin, tout ce qu'on trouvait dans les eaux d'exhalation et d'édition. Par contre, il y a quelques molécules qui n'y sont pas. Donc, la première approche, c'est mieux que, c'est bien. Déjà, c'est une première approche qui sera éprouvée avec le suivi sur davantage de molécules, sur davantage de enfin, sur différentes situations, en vue enfin, comment dire, de valider cette liste et éventuellement pour la compléter. Et peut-être il y aura quand même à ajouter le fameux TFA qui a été évoqué ou d'autres qui pourraient être soumis qui ne sont pas dedans, mais qui seraient peut-être préoccupants. Peut-être pour nuancer, il y a beaucoup de PFAS. Je ne pense pas que c'est nécessaire au niveau réglementaire de tous les mesurer. Moi, je peux m'amuser dans un laboratoire en faire 80 plus 200. C'est un projet de recherche, c'est pour mieux comprendre, c'est pour identifier les 3, 4 plus importants qu'on devrait rajouter au vin. Donc, d'après moi, 20, c'est peut-être un peu court, probablement qu'on pourrait monter à 30 ou 40, mais je pense qu'il faut trouver un défi raisonnable, là. C'est des analyses qui sont coûteuses, c'est des équipements qui coûtent cher. Si on complexifie trop l'analyse, on va diminuer l'accès aux données. Donc, il faut trouver un compromis. Ça identifier celles qui sortent et qui pourraient poser problème et qui seraient ajoutées dans ces cas-là. Ok, merci. Ouais, une question sur les aéroports, les pompiers. Oui, je ne l'ai pas mentionné, là, mais il y a au Québec, dans les quelques endroits dans nos bases de données où on a fait beaucoup d'analyses, les aéroports et les sites militaires, parce que souvent il y a des aéroports, les sites d'entraînement de pompiers, mais il y a presque systématiquement un site d'entraînement de pompiers quand il y a un aéroport, parce qu'il faut qu'ils s'entraînent à éteindre les feux. Avec les déchetteries, les dépotoirs qu'on appelle, mais vos déchetteries. Et ce n'est pas des sites d'enfouissement de matières dangereuses, hein, c'est les sites
d'ordures, d'enfouissement d'ordures ménagères, parce qu'il y en a dans tous nos produits à la maison, c'est des sources de contamination et donc l'eau souterraine à proximité de ces sites-là est très souvent contaminée. Par rapport à la remarque qui vient d'être ajoutée aussi dans le chat, alors moi ça m'interpelle puisque c'est vrai que la remarque semble laisser entendre il y a une origine agricole importante et que du coup il y aurait un enjeu à travailler sur un changement de système par rapport à ça, alors que moi j'ai cru entendre que pour le coup, pour une fois, la problématique était principalement urbaine et que du coup les systèmes agricoles pouvaient plutôt être négativement impactés par l'importation de produits urbains sur les sols. Et alors, est-ce que vous pouvez, je sais pas, réagir rapidement par rapport à cette remarque-là? Ouais, j'ai vu la même réaction au Québec, puis tu sais, le Québec dans les médias s'est sorti à travers des enjeux de boues d'épuration. Et les boues d'épuration peuvent répandre les PFAS dans l'environnement puis dans le milieu agricole, mais il faut bien comprendre, là, c'est pas le milieu agricole, puis c'est pas les boues d'épuration qui est la source des PFAS. Les PFAS qu'on retrouve dans nos boues d'épuration, c'est les PFAS qu'on utilise tous un chacun à la maison, qui se ramassent dans les eaux usées, c'est ce qui est dans nos vêtements quand on lave les vêtements. Ça va dans l'eau usée, c'est ce qui est dans les emballages, dans la nourriture, dans les cosmétiques, dans les produits nettoyants. Euh, donc, donc oui, je pense que, tu sais, faut réglementer pour diminuer les usages pour que ça ne se ramasse pas partout. Mais à part peut-être certains usages dans les pesticides, puis bon, Aurélie a donné des exemples, là, et il y a d'autres pesticides, le Roundup, pour ne pas le nommer, où on ajoute carrément du PFAS. Là. C'est pas, il peut y avoir des pesticides où la molécule pourrait être considérée comme un PFAS, mais il y a beaucoup de PFAS, de pesticides où on ajoute du PFAS dans le pesticide parce que c'est un surfactant, parce que ça aide à bien mélanger, c'est un émulsifiant, etc. Ouais, c'est l'adjuvant qui pose problème dans ces cas-là, quoi. C'est ça que tu dis. Oui, Ok, mais, tu sais, je pense que toute proportion gardée, là, les quantités de PFAS qui sont transférées vers le milieu agricole à travers les petites quantités dans des pesticides par rapport à ce qui pourrait être dans des boues d'épuration ou ce qui pourrait arriver par des rejets atmosphériques, si on est autour de Lyon ou si on a une source locale, c'est Hmm. minime. Tu sais, je pense Hmm. qu'il Ok. faut garder les choses en perspective. Ok. Bon, on va prendre la question d'Alain, CNRS, puis après il y a une autre question dans le chat, mais Alain, je te donne la parole. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Ça m'a évoqué donc cette question, c'est que quand on regarde les bassins versants, et notamment dans les réseaux hydrographiques, on a un processus d'agrégation, et donc amont-aval. Et je voulais savoir s'il y avait eu des études qui avaient été faites pour voir s'il y avait des gradients spatiaux amont-aval, voire sur le continuum ternaire, sur le niveau de concentration de PFAS, notamment ceux qui sont liés aux sédiments fins. Ben, Les seules études que, ouais, les seules études que j'ai pu voir dans la littérature, c'est en lien avec des sites contaminés ou des apports de boue urbaine, donc toujours des cas spécifiques. Sur un bruit de fond global agricole, non, pas trop de résultats, et c'est plutôt des résultats à acquérir. Et c'est ce qu'on va essayer de conduire, en tout cas en Bretagne, justement, d'essayer de considérer et d'analyser ce fameux bruit de fond dans un système agricole qui ne reçoit pas forcément de sources connues. Mais il y a quand même des suivis à travers la France obligatoires et donc il y a des bases de données qui sont disponibles. Il y a moyen d'avoir un peu d'informations sur les régions, les endroits où il y a plus de contamination. Euh, Souvent, c'est pas toujours clair. Là. Des fois, oui, tu sais, si on est autour de Lyon, on a une bonne idée d'où ça vient. Mais il peut y avoir des usines, il peut y avoir des produits, il y a des usines de Tefal, pour ne pas les nommer, où il y a des contaminations autour. Donc, il y a des données, il y a des bases de données, elles ne sont pas complètes et ils ne mesurent pas tous les PFAS, mais il y a quand même un peu d'informations. C'est Et sur Nayad qu'on trouve ça. Les données dans oui, les eaux sont trouvables sur Nayad. il y a quand même beaucoup Par- d'informations là, si vous Oui, il y prenez, en a. Mais prendre par le contre, temps c'est disparate. d'aller creuser. Oui, mais c'est disparate, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas forcément toutes les molécules, les sites sont assez hétérogènes. Enfin, à la fois les suivis dans le temps et dans l'espace sont assez hétérogènes. Mais il y a déjà des données qui existent, en effet. C'est vrai. Et bon, on a fini Pâques, donc c'est pas le Saint-Esprit qui met Non. les PFAS dans la viande, mais c'est vraiment c'est les plus petites concentrations qui vont être dans la moulée, dans le foin, dans les céréales que les animaux vont manger. Ils vont
tout conservé. Tu sais, ça va être absorbé de façon phénoménale par l'animal. Et donc, les petites concentrations dans la nourriture vont être décuplées dans la viande parce que tout va être conservé dans la viande. Pour vous donner une idée, dans notre corps, nous, PFOA, PFOS, la demi-vie pour l'excréter, on le détruit pas, mais on le fait sortir du corps, c'est 5 à 7 ans. Donc, en 5 à 7 ans, notre charge corporelle, si on a arrêté d'être exposé au PFOA, PFOS, va diminuer de moitié. Et donc, pour les animaux, c'est un peu l'équivalent. J'avais juste une petite question en plus. C'est du coup, est-ce qu'on pourrait utiliser les PFAS comme traceurs temporels? Ouais. Dans des carottes de sédiments, on pourrait voir à Ouais. partir de quelle année on pourrait voir Mm. les évolutions. Si on a des archives, et là, je travaille sur un autre projet avec des archives de boues d'épuration canadiennes à travers les années, on devrait pouvoir voir quand est-ce qu'on a commencé à en utiliser, puis à les éliminer. Donc, oui, il faut avoir les bonnes archives, il faut trouver la bonne façon. Il y a des différentes molécules qui sont mises en marché, qui sont bannies, des produits de remplacement. Donc, oui, il y a D'accord. de quoi s'amuser. On va Merci. prendre deux dernières questions. Il y a Émilie du sage Argoat Trégorguello là, qui questionnait sur l'existence de données spécifiques sur des points de captage ou certains cours d'eau ou nappes. Mais c'est ce qu'on disait sur Nayal. C'est sur Nayane, Ouais, hein, ça sur a Nayal, il répondu, y en a. d'accord, ok. Voilà. Et l'autre point, donc, Arnaud, voilà, qui demandait si par le traitement par incinération des déchets domestiques, est-ce que ça permet de détruire au moins en partie les PFAS ou est-ce qu'au contraire, ça diffuse majoritairement ou ça génère des diffusions aériennes? Tu vas les détruire, oui. Mais sur les diffusions aériennes, je te laisse répondre. C'est un peu les deux. Donc, nous, on a fait quand même beaucoup de mesures dans les sondes en même temps que les biosolides. Donc, il reste peu ou pas de PFAS dans le résidu de sonde. Et si on veut réutiliser ce résidu-là, il y a peu d'enjeux de PFAS. Par contre, si on veut avoir une incinération qui détruit complètement les PFAS et qui nous assure qu'il n'y a pas d'émissions aériennes de PFAS volatiles, semi-volatiles, ça prend des températures qui sont apparentées à ce qui est utilisé pour des cimenteries. Donc, la majorité des incinérateurs d'ordures ménagères ne sont pas à ces températures-là. Donc, il y a un risque d'avoir des émissions aériennes, ce qui expliquerait aussi pourquoi on a des enjeux de PFAS dans l'Arctique, dans le Grand Nord. On a une certaine diffusion de façon très large des PFAS. Donc, c'est en bémol, là. Donc, il n'y aura pas de résidus de PFAS dans les cendres, mais il y a certainement un rejet aérien qui n'est pas bien contrôlé, pas bien perçu. C'est des formes de PFAS qu'on ne mesure pas bien puis qu'on ne maîtrise pas bien. Mais ça prend des températures très élevées qui sont habituellement pas atteintes dans des incinérateurs traditionnels. Ça prend vraiment des trucs de cimenterie où on pourrait brûler des PCB puis des choses comme ça. Et puis, ben, toute dernière question, puisque du coup, on a Patrice Cotinet de la Chambre d'agriculture qui fait remarquer que le phénacet est encore autorisé à la vente en France jusqu'à octobre 2025 à minima et l'utilisation est autorisée jusqu'ensuite 2026, mars 2026. Y a-t-il des mesures dans l'air par rapport à ce pesticide, que vous savez? Pas que je sache, non. Il y a un C'est pas usage facile encore. de mesurer dans l'air, puis c'est probablement tu sais, c'est une portion qui est beaucoup moins bien étudiée. Mais le projet, là, tu sais, je dis pas qu'il faut pas le faire, là, je dis juste que c'est moins bien documenté, c'est moins bien suivi. D'accord, bah écoutez, je vous remercie. On essaie de tenir les horaires comme d'habitude, donc on va s'en tenir là. Donc un grand merci Aurélia et Sébastien pour l'intervention, pour les échanges. Merci aux questions et aux remarques. Comme toujours, vous pourrez retrouver les éléments et la présentation donc sur le site du CRECEM. N'hésitez pas à passer par nous aussi pour contacter les scientifiques si vous le souhaitez. Voilà, donc il y aura aussi disponible sur le site du CRECEB la programmation des prochains webinaires sur d'autres thématiques. Et donc, comme l'a dit Aurélia, ben, on vous tiendra informé peut-être aussi des suites du projet s'il y a un retour favorable pour son financement pour vous informer de ce projet et de ses résultats. Merci à tous, merci à toutes et puis bonne après-midi.